Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. C'est le 3e numéro de cette saison sur TV 78. Au programme, comme toujours, une dose de bonne humeur, des analyses sportives et surtout des coups de gueule et des débats. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. Présentation en musique. On commence à ma droite, c'est un redoutable pistard, c'est aussi un redoutable chroniqueur. C'est notre consultant cyclisme, on l'adore, vous l'adorez, on le surnomme le capitaine, Yann Dijarier. Pistard au club de Vélizy 78 est avec nous. On va pouvoir dire ancien pistard. Ancien pistard. Ah oui. Avoir accroché. Je pense que le confinement et le Covid ont eu raison de moi. D'accord, on vous nommera plus le pistard de Vélizy 78. Allez, si, de toute façon, même si je reprends, si je reviens un jour, je reviendrai à Vélizy, c'est sûr. On continue notre tour de table musique. Il fait partie des meilleurs chroniqueurs de l'histoire de la télévision. Il connaît tout sur tous. Certains le surnomment l'encyclopédie. Moi, je préfère le surnom d'Italian Lover. Grégory Canalé, journaliste chez TV 78, est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël, bonjour Yann, bonjour à tous. Très triste d'apprendre la retraite sportive de Yann. On parlait de la dernière fois de la retraite de François Pervy, c'était évidemment une année Vous n'avez pas mis par contre de messages sur les réseaux sociaux pour l'annoncer, Yann Dijarier. J'ai pas tout en discrétion. Toujours. En tout cas, vous êtes le meilleur chroniqueur de l'histoire, Grégory. Oui, et dans une année, on le répète, où l'Italie a remporté tout, mais cette année, on en parlait avec Yann juste avant, ça s'est terminé avec la Ligue des Nations. Il y a eu quand même la victoire au Paris-Roubaix, donc un été italien qui s'est poursuivi quand même jusqu'au 3 octobre avec Sonny Colbrelli qui s'est imposé sur le Paris-Roubaix. Belle année pour l'Italie. Ouais. On continue à ma droite, musique, c'est un basketteur professionnel, il a eu une énorme carrière, il est passé par Chalon, Roanne, Nicosie ou encore Monaco. Il est joueur de la République centrafricaine, aujourd'hui il joue à Trappes et il espère accrocher une montée en National 2 en fin de saison. Magic Mike Monkongo est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien, je me fais vraiment un plaisir de vous retrouver. Depuis le confinement, c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver tout le monde. Oui, vous étiez venu dans l'émission, mais à distance, c'est bien ça. Exactement. Et là maintenant vous êtes sur ce plateau avec tous les chroniqueurs. La montée en National 2 pour Trappes, c'est pour cette année ? Oui, j'espère. En tout cas, on a bien commencé la saison, donc j'espère qu'on va continuer sur cette bonne augure-là. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci. On termine à ma gauche, musique. C'est notre superstar dans Si on parlait sport à chaque émission, il fait toujours le show. Il adore faire des blagues et il a une répartie du tonnerre. Mesdames et messieurs, Jean-Miss, ex-coach de plaisir, est avec nous. Comment allez-vous, Jean ? Ouais, bonsoir Mickaël et bonsoir à tous. Vous m'avez l'air en forme aujourd'hui. Bon, ça va. C'est généralement quand je suis là, c'est que je suis en forme. Sinon, je ne viens pas. Et comme d'habitude, vous avez révisé vos fiches. Mais ça ne se demande plus, ça, Mickaël. Par contre, j'ai pas trop compris l'histoire de Pinard de 78. Le Pinard du 78. Pistard. Bon, j'avais pas compris, je me disais aussi. Bon, les blagues, ça commence avec Jean, tout de suite. Une image insolite pour commencer. Certains chanceux ont pu croiser Kylian Mbappé et Achraf Hakimi au carrefour de Trappes. Il semblerait qu'ils se soient arrêtés faire quelques petites courses avant leur match contre Rennes dans le championnat de France. On ne sait pas trop ce qui leur a pris, mais ils ont fait une photo au milieu des rayons, comme vous avez pu le voir. Tout simplement, une petite réaction autour de cette table. Grégory ? Je pense que ça ramène. Ça vous a surpris cette photo ? Oui, ça nous a surpris parce que déjà sur le procédé, il faut rappeler que le PSG devait se rendre à Rennes en avion. Il y avait une météo désastreuse ce week-end-là, donc ils ont dû faire le chemin en voiture et en van. Petit peu à la dernière minute. Un petit peu à la dernière minute. Oui, c'est une image sympathique des footballeurs qui sont parfois starifiés. Ils sont souvent starifiés, un peu plus accessibles. Je trouve que c'était une bonne image qui a donné de la bonne humeur. Yann Dijarier, vous validez ? Complètement, on devrait même en voir plus souvent pour montrer qu'ils sont comme nous tous, quoi. Voilà. C'est pas, ils ont 2 bras, 2 jambes. En effet, ils brassent des millions économiquement, mais voilà, c'est des êtres humains et ils ont le droit de vivre normalement. Et en fait, c'est aussi ce côté starisation qui fait que ils ne peuvent plus vivre normalement, ils ne peuvent pas sortir normalement, et c'est bien dommage pour eux. Jean, vous êtes d'accord ? Ouais. Vous faites la même chose au carrefour de Montesson. C'est pareil, vous faites autant de vues sur les réseaux sociaux. Non, mais je sais pas. Ça, il l'a dit, ce sont des gens comme tout le monde. Faut arrêter parce qu'il faut un truc comme ça, il faut une photo devant des rayons. Ça fait la une. Ça fait la une. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter avec ces conneries, là. C'est bon.
Ce sont des joueurs de foot et point final. Ce sont des sportifs comme tout Oui, le mais monde. comme l'a dit Grégory, ça fait du bien finalement Ouais, aussi ça fait de du voir bien. des footballeurs qu'on dit inaccessibles. Je vous rassure, même Marilyn Monroe faisait caca. Donc, vous voyez, non mais, ils sont comme tout le monde, ce sont des êtres humains. Plus que la photo, moi je trouve le truc sympa aussi à retenir, c'est le fait de s'être déplacé un peu comme dans le monde amateur. Ils avaient pris des minibus, des voitures parfois même personnelles pour se rendre à Rennes. On n'a pas l'occasion de voir ça tout le temps dans le monde du Apparemment, football ça leur a pas réussi, ils ont perdu Oui, contre en plus, Rennes derrière. On va dire que c'est à cause du transport. C'est ça, voilà, c'est ça. Ou peut-être l'arrêt à Carrefour, ça leur a coupé les Là où jambes. je suis d'accord avec Jean, c'est que finalement, en fait, ça devrait être comme cela. Ça on devrait devrait être même pas, naturel, et on c'est devrait tout. même pas le voir. On ne en devrait fait. pas en Voilà, parler on de devrait ça. pas en parler, tout à C'est fait. naturel. Je dis, ils sont dans la vie comme nous. Voilà, ils sont. Et on ne devrait pas en parler. On ne devrait pas faire un plat parce que ils ont pris une photo assis comme ça. Déjà assis comme ça, c'est pas beau. C'est pas bien. Un magasin ne s'assoit pas par terre déjà. C'est de l'art, c'est de l'art. Ouais. Bon, Genre. fait. Ouais. Mike, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous connaissez déjà ce carrefour à Trappes? Parce que vous jouez à Trappes au basket. Non, franchement, je connais pas du tout. Après, je suis d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord Tu avec vas tout le faire monde. des photos, toi, Trappe aussi Dans un- Non, ça m'est pas encore arrivé. Mais non, au-delà de ça, après, ils ont monté un côté assez sympa. Ils n'étaient pas obligés non plus de faire la photo. Ils l'ont fait, et puis voilà, ça les rend aussi humains, normal, comme tout le monde, quoi. Est-ce que ça fait du bien aussi à l'image de Mbappé? Parce qu'on, voilà, c'est l'un des footballeurs le plus cher de l'histoire du football. Est-ce que ça lui fait du bien tout simplement à son image? Je sais pas si ça fait forcément du bien à son image. En tout cas, moi, je rejoins tout le monde dans le sens où c'est des gens comme tout le monde. Donc, il fait un métier qui est formidable. C'est un très bon joueur. Après, ça lui empêche pas d'être humble. Et puis voilà. Jean? Par contre, est-ce qu'on sait ce qu'ils ont acheté Non, on ne sait pas ce qu'ils ont Ah acheté. là On sait qu'ils se sont Parce arrêtés parce que le van devait faire le plein d'essence, parce que ce carrefour, ce qu'il faut Parce savoir... qu'ils mettaient de l'essence. C'est ça, exactement. C'est un carrefour qui est intégré dans une station-service à Trappes. Je crois que c'est en bord de National 10, C'est ça. si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils ont profité de ce moment-là pour aller faire quelques emplettes dans le supermarché, quoi. Voilà. Ils auraient peut-être pu racheter le supermarché d'ailleurs. Mais du coup, je pense pas qu'ils vont le refaire plus souvent vu qu'ils ont perdu contre Non. Rennes. Bon, Jean, désolé, on va passer aux prochaines thématiques de l'émission. Je oui. sais que c'est super important pour C'est vous pas cette grave. photo, mais on va devoir avancer dans l'émission. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler football et de la Coupe de France. Les clubs yvinois sont en grande forme cette année. Coup de projecteur sur le boxeur yvinois Tony Yoka. Les instances pourraient lui retirer sa médaille d'or olympique acquise en 2016. Mais avant de développer, on va continuer à parler de Kylian Mbappé. On va donc continuer à parler de Kylian Mbappé dans ce Si on parlait sport. Vous le savez, toute la planète football le sait. Kylian Mbappé sera libre l'été prochain après 5 ans passés au Paris Saint-Germain. Il pourra donc signer où il veut dès le 1er janvier. L'été dernier, le prodige français voulait quitter le club de la capitale pour le Real Madrid. Il a annoncé lui-même lors de différentes interviews début octobre. Il a également dit qu'il n'a pas aimé la communication de Leonardo sur son transfert. Le directeur sportif du PSG ne voulait pas le laisser partir à la fin du mercato alors qu'il était au courant depuis juillet. Aujourd'hui, il ne ferme aucune porte. Il peut signer où il veut et peut-être au PSG. La question sur ce thème, Mbappé peut-il encore rester au PSG? Oui ou non? Vous votez. Non. Oui ou non? Oui pour vous. On fait un petit duel entre Jean, qui adore Kylian Mbappé, et Yann Dujarier. Jean, vous commencez. Je commence. Allez-y. Mais j'ai rien contre Kylian Mbappé, non. attention. Attention. non, pas du tout. Alors je dis, pour moi, non, il faut pas qu'il reste. Il faut pas qu'il reste, pour moi, pour la simple bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, au PSG, il a montré tout son talent, les années qu'il a joué ici. Là, aujourd'hui, il se retrouve avec deux autres monstres du football, que sont Messi et Neymar. Vous avez eu du mal à le sortir, le deuxième. Ouais, celui-là, par contre, il m'énerve. Messi et Neymar. Et que là, je pense que s'il reste trop au PSG, il risque de plus être un petit peu, entre guillemets, la star incontestable de l'équipe. Et il risque d'être un petit peu dans l'ombre de ces joueurs-là. Et ça peut jouer sur la suite de sa carrière. Donc pour moi, je pense qu'il est temps, je dirais même qu'il aurait mieux... pour moi, il fallait qu'il parte là. Mais maintenant, il sera libre. Leonardo lui a fait un peu l'envers, d'après ce que j'ai compris. Mais là, au moins, il sera libre. Et je pense que c'est le moment de partir. Yann Dujarier. Alors, j'ai lu, comme beaucoup, l'interview dans l'équipe. Et en effet, j'étais
bizarrement surpris par le fait qu'il ne ferme pas la porte. Et de dire que, quand on lui a posé la question indirectement, de dire que, voilà, il verrait en cours de saison ce qu'il ferait. Je pense que les résultats du PSG cette année vont être prépondérants dans la décision d'Mbappé pour la suite. Il y a un élément qui s'est rajouté quand même sur les 2 derniers matchs de l'équipe de France, c'est qu'on a quand même pu voir une très belle entente entre Kylian Mbappé et Karim Benzema. Donc ça, c'est vrai que ça peut jouer dans la balance. Mais là où il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, tu le dis qu'en effet, il est aujourd'hui à un niveau moins important qu'un Messi, parce que je vais même pas parler de Neymar, parce que pour moi je pense que Neymar est en dessous de Kylian Mbappé aujourd'hui dans l'esprit de la planète football, mais Messi il est là pour 2 ans. Il va pas signer ad vitam aeternam au PSG, il est sur la fin de sa carrière. Donc Mbappé 23 de mémoire, 23, oui. 23 ans, donc du coup ça veut dire que en effet, Mbappé, s'il reste au PSG, sera la star du PSG dans très peu de temps. Donc, il a une année, entre guillemets, une année de réflexion qui va lui laisser le temps de voir un petit peu ce qui peut se passer et de prendre des infos sur les futurs recrutements du Real de Madrid, qui financièrement est quand même très loin d'être dans la position du PSG. Donc pour moi, je pense que Kylian Mbappé est juste dans une réflexion de savoir ce qu'il va faire prochainement, et je suis même pas sûr qu'on aura la décision finale au mois de janvier après le mercato hivernal. Je pense vraiment que ce sera le gros dossier de l'été prochain dans le mercato, et il n'y aura pas de décision de prise avant pour toutes ces raisons. Pour toutes ces raisons. Grégory. Alors moi je suis pas d'accord, alors moi je l'ai compris différemment l'interview, mais je pense qu'effectivement cette interview fallait aussi lire entre les lignes. Il prépare sa communication, Mbappé. Il a dit moi dès le début j'ai été clair avec le Paris Saint-Germain, en juillet j'ai affirmé avant l'Euro que je ne voulais pas prolonger avec le Paris Saint-Germain, et dès mon retour de l'Euro j'ai dit que je voulais partir. Donc ça il le dit dans l'interview de l'équipe. Donc à mon sens, moi plutôt il prépare sa communication, il prépare les fans du PSG à son futur départ. On sait que le Real Madrid ça a toujours été dans un coin de sa tête. Très petit, il a été fan de Cristiano Ronaldo, il est fan de ce club, il veut s'imposer et il veut se donner ce nouveau challenge dans le club du Real Madrid, dans cette Casablanca. Donc moi, à mon avis, il prépare sa communication à l'idée de dire, regardez, moi j'ai tout fait, je voulais partir et générer de l'argent pour mon club, pour qu'il y ait un transfert et qu'on paye mon transfert vers le Real Madrid. Le PSG n'a pas voulu. Maintenant, c'est plus dans mes mains cette histoire, et je pars librement au Real Madrid. J'ai l'impression, moi, qu'il prépare son départ et qui prépare aussi les supporters du PSG en disant moi j'ai tout tenté du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour vous c'est acté, il va partir? Pour moi c'est acté, on en saura plus je pense d'ici le mercato hivernal, parce qu'un joueur qui va être libre dès l'été a le droit de négocier son contrat, et on peut d'ores et déjà avoir une annonce dès le mois de janvier. Et Florentino Pérez a déjà dit qu'il voulait le signer dès le 1er janvier pour préparer une équipe autour de lui. Alors signer en tant que tel non, mais oui on peut négocier un accord, il peut effectivement annoncer l'accord dès janvier pour l'été prochain. Mike, qu'est-ce que vous en pensez vous? Moi, là où je suis un peu mitigé, c'est Mbappé quand il est venu à Paris. Je pense que l'idée, c'est de marquer l'esprit, de gagner la Ligue des Champions avec son club de cœur, Paris Saint-Germain, lui qui est parisien, et vraiment de rentrer dans l'histoire du football. Parce qu'il faut se le rappeler que Marseille, c'est le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. Ah oui. Et Mbappé, pour lui, gagner avec Paris, je pense que ça a beaucoup plus d'ampleur que d'aller au Real de Madrid. S'il va au Real de Madrid qui gagne la Ligue des Champions, ça serait quelque chose du déjà vu. Et c'est vrai que... 13 Ligue des Champions, je crois, pour le Real Madrid de mémoire. Hein. Absolument. Exactement. Avec l'association avec Neymar qui n'est pas simple forcément, parce qu'on a pu le voir à travers les matchs, quand Neymar n'est pas là, Mbappé il est forcément meilleur que lui. Et là, cette année, il y a Messi qui est arrivé. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il est un peu mitigé. Il est en train de réfléchir pour voir est-ce que vraiment c'est le bon moment pour lui de partir, ou peut-être de rester. Comme il a dit tout à l'heure, Yann, Messi va être là pendant 2 ans, après il partira, et que lui reprendra l'équipe. Mais dans tous les cas, je pense qu'il va... En tout cas, moi, je pense que lui va rester peut-être... Il va finir l'année pour essayer de gagner la Ligue des Champions avec Paris. Et puis après, derrière, partir. Pourquoi ? Parce que Mbappé, sur sa marge de progression, c'est mieux pour lui qu'il aille dans un autre championnat. Moi, je pense qu'il veut devenir un meilleur joueur et gagner le Ballon d'Or un jour plus tard dans sa carrière. Je pense que c'est important pour lui qu'il puisse partir. Et l'étranger aussi, peut-être l'appel aussi. Le Ballon d'Or, il se décidera avec les résultats de l'équipe de France pour Mbappé. Hein. Je pense que les résultats en club, oui, vont avoir une importance, mais il y a quand même des années où
à partir du moment où tu es le meilleur joueur d'une équipe, si ton équipe gagne en plus la coupe le championnat du monde, tu es logiquement. Enfin, quoi que non. C'était un Croate qui Messi, il y a des années, il a gagné. ou Il n'a pas gagné avec l'équipe nationale. Il a Je suis d'accord avec Mike sur le fait que pour progresser, pour franchir un cap dans sa carrière, il doit changer de club. Et j'ai envie de dire, quel meilleur moment que quand on arrive à la fin de son contrat, on peut partir librement. On sait que le PSG, après, va monnayer son départ très très cher. On ne descendra pas en dessous des 200-220 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Et donc, ça va être plus difficile pour un club de venir le chercher. Et je pense que s'il doit partir, c'est à le prochain intersaison où il sera libre de tout contrat. Fin de contrat. Oui, fin de contrat. Ouais. Le PSG, par contre, continue à négocier quand même avec la famille. On parle d'un contrat de 5 ans et d'un salaire net de 45 millions d'euros. Ça peut le faire réfléchir, à votre avis, Jean ? Non. L'argent ne rentrera pas en ligne de compte. Non, c'est pas ça. C'est que d'autres clubs pourront s'aligner sur ce genre de choses. J'espère pour lui que sportivement, il réagira et qu'il ne va pas rester au PSG. Simplement pour les zéros. Non, je pense pas. Je pense qu'il est assez équilibré. Par contre, là où je rejoins pas trop Yann, c'est quand il dit Messi il en a pour 2 ans et après Mbappé sera la star du PSG. Vous pensez bien que Messi, quand il va partir, ils vont en faire revenir un autre du même acabit. Ils vont pas rester sans star. Des Messi, il y en a pas 50. Non, mais des Messi, il n'y en a pas 50. Mais des grands joueurs, il y en a quand même. Et PSG, le problème, enfin l'avantage ou le problème pour les autres, mais c'est qu'ils ont la tirelire qui est inépuisable, quoi. Donc, c'est pas une question de. Mbappé fait partie de cette caste de très très bons joueurs. On le voit bien, aller proposer des sommes démesurées pour qu'un joueur puisse rester dans leur rang. Pour 0. Wow. Et la preuve que le PSG tient à Kylian Mbappé, si on se réfère à une situation précédente qu'a connue le PSG, il y avait eu le cas Adrien Rabiot qui avait refusé de renouveler son contrat. On parle pas du même joueur et du même calibre de joueur, mais il avait été mis de côté à l'époque. Là, pour le moment, Kylian Mbappé, ça semble traîner sa prolongation de contrat. Il n'est pas vraiment mis de côté. Oui, vous pensez qu'ils vont mettre Kylian Mbappé en non, je pense pas, mais ça prouve que le PSG a une autre vision sur Kylian Mbappé. Et vraiment veut tout tenter jusqu'au bout pour le retenir. Au moins, ça me passait que Rabiot. Bien sûr. C'est quand même, on va dire top 5 players dans le monde. Tu peux difficilement te dire. Il y a un précédent au PSG, c'est le cas Rabiot. Et les relations avec Leonardo, vous pensez qu'elles sont froides, elles sont tendues ? Mike, on l'a vu dans l'interview, il lui en veut un peu quand même. D'une certaine façon, à Kylian Mbappé. Oui, bien sûr, de toute façon, ça se voit. Après, il ne dit pas tout dans son interview, mais en tout cas, il laisse présager les choses. On sent bien qu'il y a une tension autour de tout ça. Après, voilà, même s'ils continuent à se parler, apparemment, voilà, tout va bien, sauf quand on parle du contrat, en fait. Exactement. Si on comprend. Il y a une tension en plus avec son président, parce qu'il y a un moment dans l'interview, Kylian Mbappé dit quand j'ai vu devant ma télévision qu'il a dit il partira jamais libre, je me suis dit mais il va se passer quoi à ce moment-là, c'est ce qu'a dit Kylian Mbappé. Donc même peut-être avec son président, il y a peut-être aussi un gel avec Nasser El Khelaifi. Et les statistiques de Mbappé au PSG, on en parle, 136 buts en 181 matchs. Forcément, c'est quasiment impossible de le remplacer pour le PSG. Jean, sportivement, ils vont aller jusqu'au bout pour essayer de le retenir. Oui, certainement. Non, mais après, ça va être son choix, je pense, son choix personnel. Est-ce que lui, il va privilégier sa carrière sportive ? Et je le pense. Je pense que c'est un garçon assez intelligent. Comme on l'a dit déjà autour de cette table, comme l'a dit Greg, pour moi, sportivement, s'il veut continuer à progresser, il faut qu'il quitte le PSG. Parce qu'il va s'installer dans une monotonie sportive qui ne va pas lui servir. Donc pour moi, il est en Ligue 1 depuis 2015. Hein. Je précise, il a commencé très tôt. Justement, oui, il a commencé. Oui, mais d'accord. Mais pour moi, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Et je pense qu'il réagira sportivement et non pas financièrement. Vous connaissez le remplaçant de Mbappé au PSG, hein. Vous le connaissez ? Alors attendez, j'ai pas son nom en tête. Pas son nom en tête, mais bon, on sait qu'il joue à Dortmund et qu'il est norvégien. Voilà. Pour moi, si Mbappé part du PSG, si Haaland veut venir au PSG aussi, attention, il y a une je dis que le PSG, mettra tout en œuvre pour aller chercher Haaland. Voilà. Et l'écart peut être battu. Il y a peut-être un Newcastle aussi très riche qui va arriver aussi bientôt sur le marché des transferts avec un rachat par l'Arabie Saoudite. 40 fois plus riche que les propriétaires du PSG. Voilà, donc à surveiller aussi sur ce point de vue-là. Mais Newcastle, ouais. Mais Mbappé... La fois qu'on en entendait parler, c'était quand Ginola jouait là-bas, c'est ça ? Peu de choses près. Mais oui, Mbappé peut-être va être tenté de rejoindre Karim Benzema. Son entente en équipe de France semble bien fonctionner, donc pourquoi pas aller rejoindre Karim Benzema du côté de Madrid. Ou Newcastle, peut-être, éventuellement. Karim Benzema, il est aussi sur la fin, je veux dire. Il a 33 ans. 33 ans. Il a encore 3 belles années. Voilà. Donc oui, ok, je le rejoins, 3, ça veut dire qu'on va pour 2 années, quoi.
Quand on sait que le PSG a... Alors oui, bien sûr, si En même temps, Newcastle... Neymar qui a annoncé qu'il allait peut-être bientôt arrêter aussi après la Coupe du Monde, donc je veux dire, enfin. Oui, il y a non, pas mais trop de décalage. Neymar n'a pas dit qu'il arrête après la Coupe du Monde. Il a dit qu'il arrêterait sa carrière internationale. Moi, je C'est pense sa dernière Coupe du Je Monde, pense ouais, qu'après c'est ça, ça, Neymar, voilà. il sera plus trop bon. Déjà, ça fait déjà 3-4 ans qu'il est plus trop bon. Est-ce qu'il a été bon un jour? Avec En tout cas, pas à Paris. à Paris. Bon, je vous laisse juger, en tout cas Yann Dujarrier. Alors pour refermer cette page, un mot rapide de la Ligue des Nations. La France a remporté la finale contre l'Espagne le dimanche 10 octobre face à l'Espagne. Du coup, le score 2-1, c'est le joueur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé qui a marqué le but de la victoire, la limite du hors-jeu. En plus de la star parisienne, 4 Yvelinois remportent la compétition. Presnel Kimpembe formé au PSG, tout comme Moussa Diaby aujourd'hui en Allemagne et Mike Maignan, gardien du Milan AC. Il y a également Matteo Guendouzi, joueur de l'Olympique de Marseille, originaire de Poissy. Tout simplement une belle victoire pour l'équipe de France. Jean, rapidement. Il n'a pas vu le match. Si, je l'ai vu le match. Ouais. Oui, on va dire oui, une belle victoire. C'est une finale, gagner une finale, qu'importe la manière, c'est la gagner, qui est le principe, c'est le principal. Donc oui, c'est une belle victoire, oui. Après bon, on peut toujours remettre en question le but. Je me suis fait expliquer parce que je sais pas, mais il paraît que le ballon était touché volontairement, c'est-à-dire qu'il a fait action de jeu. S'il n'avait pas bougé, effectivement, il était hors jeu. Sur les images, il est hors jeu, même si c'est Gilbert Montagnier qui était à la barre. Sauf que si on prend la règle, normalement, on est hors jeu à partir du moment du départ du ballon. Non, mais sauf qu'il est remis en jeu parce que le défenseur fait. Non. Il n'y a pas d'ancienne règle, on s'en fout de l'ancienne règle. Que tu es. Oui, c'est la nouvelle règle qui compte. Je suis d'accord. Donc il y a but. Donc à la réponse, à la question, je dis belle victoire. Et surtout, En tout cas, ça a permis à 5 de nos Yvelinois de remporter un trophée international. un Voilà. trophée en carton. Un trophée international. Non, mais je pense qu'on peut aussi être content du Grégory. niveau affiché. On remettait en cause cette Ligue des Nations qui, pour le moment, c'est vrai, a cette réputation d'être un trophée en chocolat, trophée en carton, appelez-le comme vous voulez. Mais on peut être content, je trouve, du plateau final. C'est pas parce qu'il y avait l'Italie, mais en tout cas, Non, on a eu. mais c'est pas. On avait les 4 meilleures équipes européennes. On a Voilà. eu 4 très bons matchs, même le match pour la 3e place, ça a été un très bon match. Donc c'est aussi à mettre au crédit de cette Ligue des Nations qui peut être un bel avenir devant elle. Et on s'aperçoit que, mine de rien, dans le football, on commence à apprécier ces Final Four. Je vais revenir sur la Ligue des Champions 2020, c'est ça, avec 2019-2020, oui, c'est ça. 2019-2020, c'était fini justement par un Final 8 et où on avait pris il y avait eu un engouement qui était vraiment très sympa. Il y a de un voir projet de Ligue des Champions peut-être qui tendrait vers ça. Peut-être. Alors moi je l'ai déjà dit, c'est pas tous les ans qu'il faut le faire comme ça. Je pense qu'il faut garder l'esprit de la Ligue des Champions, mais avec une alternative, une alternance quand il n'y a pas de Coupe d'Europe et quand il n'y a pas de Coupe du Monde, parce qu'il faut pas mettre la Coupe du Monde tous les 2 ans. Mais justement, peut-être de faire cette alternance avec une Ligue des Champions qui pourrait être en Final 8, ça pourrait être vraiment très très sympa. C'est pas très simple, hein. Les joueurs ils ont déjà énormément de matchs qui jouent. Les Coupes du Monde au Qatar, ils vont être disponibles pour les sélectionneurs une semaine avant. Non mais faut arrêter quoi, purée. C'était vraiment une connerie de mettre la Coupe du Monde au Qatar. Carton jaune pour vous Yann Dujarrier. Vous étiez très limite depuis le début, attention. Mike, belle victoire, rapidement. Non, très belle l'équipe de victoire, France. surtout après l'Euro arrêté de l'équipe de France. Je pense qu'ils en avaient besoin de retrouver de la confiance. Et puis on a bien vu que Mbappé il avait un esprit revanchard aussi, d'essayer de reprouver après le pénalty qu'il a raté. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi important, c'est souvent en France on a des bonnes équipes, on a des bons joueurs. Et quand ça va pas, on a tendance à les critiquer rapidement. Ça fait partie du sport, de gagner et de perdre. Et je pense que c'est important, ils ont prouvé ensemble qu'ils avaient envie de gagner. Et puis ça va les mettre en route pour la Coupe du Monde, qui va arriver très bientôt. Là, je pense qu'ils ont un match... Ils ont encore 2 matchs de qualification pour la Coupe du Monde Ils ont 2022. gagné un. Ils sont tranquilles, ils sont l'esprit super tranquille. En plus, l'Azerbaïdjan, ils vont jouer contre les équipes et ils sont ils sont sur un rail pour finir premier du groupe. Très bonne nouvelle, c'est l'émergence d'un leader technique devant, c'est Benzema, on le savait, mais son retour fait beaucoup de bien à l'équipe de France. On va parce que continuer à Griezmann, parler football, et non pas de Griezmann, Yann Dujarrier, mais cette fois-ci de la Coupe de France. On a joué le 4e tour au début du mois d'octobre et les clubs yvelinois sont plutôt bien sortis. 7 clubs sur 12 se sont qualifiés pour le 5e tour. On retiendra notamment la démonstration de Château 8-0 à 15-6 voisins. Autre victoire à l'extérieur, Conflans sur le terrain de Ponton-Combo
4-0. Pour son entrée dans la compétition, Versailles l'a emporté 3-0 face à Bretigny, une Nationale 3, donc à une division seulement des Versaillais qui sont en Nationale 2. La déception, c'est bien entendu le club de Houille, défait contre Saint-Michel 91, un club largement en dessous des Auvillois sur le papier. Et ce week-end, c'était aussi une histoire de tir au but. 5 équipes yvelinoises sont arrivées au coude à coude avec leurs adversaires au bout du temps réglementaire et 3 l'ont emporté. Je pense à Poissy contre Gretz-Tournant, Trappes face au Puc et Chambourcy contre Villeneuve-Abelon. Chambourcy, notre nouveau petit poussé yvelinois. Le club évolue en D3. Mais l'une des plus belles performances de ce tour de Coupe de France est une défaite. Bréval-Lognes, qui évolue en D5 de district, s'est finalement incliné face à Vincennes, qui évolue 7 divisions au-dessus. Le score 2-0. Les Yvelinois ont pris un but à la fin de la première période et un autre à la fin du match. La question sur ce thème, peut-on déjà être satisfait du parcours de nos Yvelinois? Oui ou non? Non pour vous, Yann Dujarrier. Oui pour vous, Grégory. Oui pour vous aussi, Jean. Et pour vous, Mike. On fait un petit duel entre Grégory et Yann Dujarrier. Grégory. Voilà, toujours un fervent défenseur du football amateur. Je le disais l'année dernière, c'était l'une de mes envolées. Je veux un petit poussé yvelinois très loin dans cette Coupe de France. Je vais pas me prononcer sur des pronostics parce qu'on sait que je suis mauvais en la matière. 7 sur 12, c'est finalement plus de la moitié sur ce 4e tour qui, on sait, est difficile. C'est un tour où on commence à affronter des équipes qui peuvent être en National 3, en Régional 1. Donc il y a déjà des gros écarts qui peuvent se montrer. Il y a ces maillots aussi. On revêtit les maillots de la Coupe de France à partir du 4e tour. Donc il y a aussi on va dire un palier symbolique, exactement. Moi, je vais être content. Sur le papier, tous les favoris, à quelques exceptions près, sont passés. Et cette surprise de Bréval-Lognes, on annonçait, moi le premier, une grosse défaite de Bréval-Lognes. Vous aviez annoncé combien déjà? Bon, j'avais annoncé un 17-0, au joueur de Bréval-Lognes. Voilà, je m'étais positionné, on va dire. En même temps, il y avait 7 divisions d'écart. 7 divisions d'écart entre les deux équipes. Visiblement, notre reporter sur place, Bichente, a discuté un peu avec les dirigeants et ils se sont renforcés dans l'intersaison. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué auparavant dans un niveau semi-professionnel qui ont rejoint cette équipe. Et voilà, le score 2-0 face à une équipe qui était 7 divisions au-dessus. Il y avait 15-0 à la mi-temps. Ils prennent ce deuxième but en fin de match. Et en plus de ça, c'est parce qu'il y a un joueur expulsé côté Bréval-Lognes. On peut être que satisfait. Maintenant, on va attendre de voir les prochains tours et de voir si effectivement on aura des duels de Ligue 1 parce que c'est ce qu'on attend des Yvelinois qui affrontent des équipes de Ligue 1. C'est ce qu'on attend dans cette Coupe de France. Mais au vu du nombre, 7 sur 12, plus de la moitié qualifiée, moi je suis satisfait. Vous n'êtes pas satisfait du coup, vous, Yann Dujarrier? Je vais pas dire que je suis pas satisfait. Il y a des gens qui vous attendent à la sortie. Hein. Voilà, j'espère juste que on aura un ou deux, parce que là maintenant qu'on en a 7 au 4e tour, on en aura un ou deux qui vont faire un long parcours et qui vont pouvoir justement essayer d'aller accrocher le rêve de toutes ces équipes d'aller jouer une Ligue 1 par la suite. Donc pour l'instant on peut pas se satisfaire parce que le chemin est encore long. Les matchs contre les grosses équipes de Ligue 1, c'est à partir de janvier. Donc il y a encore un peu de temps, va falloir encore aller au charbon pendant quelques week-ends, mais on peut se dire que la route est plus belle que certaines années. Voilà. Le dernier gros parcours d'un club yvelinois, c'était un Nantes en 2016. C'était un 16e de finale avec une défaite 1-0 en prolongation en 2016. Et on a eu les images, il y a eu un Versailles-Lens, mais Lens était en Ligue 2 à l'époque. Il était en Ligue 2, c'était un 8e tour de Coupe de France. C'était en 2018 et il y avait eu 4-2. Même des Ligue 2, c'est quand même sympa aussi. Et puis en plus, en Ligue 2, on peut aussi rencontrer des très très belles équipes qui viennent de descendre ou qui ont fait aussi les belles heures du football français. Lens qui était en Ligue 2 en 2018 et qui finalement se retrouve dans les 5 premiers de Ligue 1 en ce moment. Ouais. Donc tout peut aller vite. Mike Mokongo, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis comme Greg. Je pense que c'est des bonnes stats, surtout au vu de ce qu'il a pu évoquer. 7 sur 12. 7 sur 12, et je pense que c'est bien. Après, Yann, il a dit, c'est long la compétition. Donc après, je pense que le rêve de ces équipes-là, c'est d'essayer d'accrocher, je sais pas moi, une équipe de Ligue 1, Ligue 2, comme ils ont pu dire les autres. Donc voilà, c'est affaire à suivre, comme on dit. Est-ce que c'est pas aussi propre à chaque club, cette Coupe de France? Bréval-Lognes n'a pas été aussi loin. C'est la première fois de l'histoire du club qu'ils arrivent à ce stade de la compétition. Est-ce que ça fait partie un peu de l'histoire de chaque club, cette Coupe de France? Je dirais que c'est la magie de la Coupe de France, du football. On en parle tous les ans. C'est une des seules compétitions où une équipe qui est
quelques divisions en dessous, peut battre une qui est largement au-dessus. Voilà, c'est la magie de la Coupe de France. Tous les ans, il y a le fameux petit poussé. Espérons que ce soit un club yvelinois cette année, c'est tout. C'est même la magie du foot en fait. Hein. Oui, du foot en règle générale, Parce mais que, au rugby, au basket ou non, mais dans tous les sports, possible. dans tous les autres sports collectifs, c'est pas possible. c'est impossible. Au Il n'y a basket, qu'au ça arrive football. pas souvent, ça. Non, mais ça, c'est impossible. Mais qu'au football, avec 4 ou 5 divisions d'écart, qu'une équipe peut gagner, c'est pas possible. Mais typiquement, il y a ce format de compétition où tous les clubs amateurs de France, même ceux qui évoluent au plus bas niveau, peuvent présenter une équipe dans cette compétition. Forcément, il y a un côté rêve. Et quand les gros se déplacent, parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe, hein, quand c'est un gros qui est tiré, il se déplace chez le petit. Voilà, il y a toujours le paramètre à prendre en compte du public, peut-être le terrain qui va être un champ de patates. Voilà, mais c'est ça aussi. Il y a aussi ça dans ce goût de la Coupe de France, dans ce rêve de la Coupe de France. Il y a aussi ça à prendre en compte. Et tout ça est beau dans ce parcours. Alors au prochain tour, en tout cas ce dimanche 17 octobre, il y aura un Conflans contre Palaiseau, un Trappes-Torcy, Poissy face à Sainte-Geneviève-des-Bois, un Alléchant Chambourcy Red Star, hein, je pense que ça retient votre attention Grégory. Tout à fait. Chatou contre Fontenay-sous-Bois, Cachan contre Versailles et Courbevoie face à Ardricourt. Oui. Voilà. Le Red Star, oui, c'est une belle équipe en plus. Ce duel entre c'est quoi, Chambourcy est en D3, hein, c'est ça. D3 Chambourcy et le Red Star qui est un national. Qui est entraîné par Habib Bey depuis quelques matchs. Habib Bey qui est yvelinois, qui vient du Port-Marly, donc le retour aux sources pour Habib Bey, qui a également été dans le staff aussi de Poissy en football. Vous y serez au match peut-être, Grégory ? Pourquoi pas, parce que j'ai pas match moi pour ce week-end. Mon équipe s'est faite sortir de toutes les compétitions possibles. On n'est plus qu'en championnat. Mais Grégory l'avait pronostiqué. J'ai pronostiqué notre propre défaite. Contre Palaiseau contre Conflans. Palaiseau, Conflans. Et c'est à Conflans ou à Palaiseau ? C'est à Conflans. Ah, dommage. C'est dimanche, c'est ça? C'est dimanche, 17 octobre, c'est ça. pas À mal, 14h30 pour la plupart des allez matchs. voir. Alors après plusieurs sujets football, on va maintenant parler basket, Mike. Enfin. Et de notre prodige yvelinois Victor Wembanyama, que vous connaissez bien, le joueur de 17 ans qui a évolué au Chénet Versailles, est aujourd'hui considéré comme l'un des plus forts potentiels du basket international. Déjà, il mesure 2,19 m et il n'a pas encore terminé sa croissance. Il fait partie des équipes de jeunes de l'équipe de France. Il a brillé cet été avec les U19 lors des championnats du monde où il a été en finale contre les États-Unis. Il a été formé à Nanterre où il a débuté chez les professionnels. Et il a rejoint l'Asvel cet été. Sa progression devrait forcément passer par la NBA. Il sera sauf rebondissement à la draft 2023. Il a déjà annoncé et il devrait être numéro 1 selon les observateurs devant le fils de LeBron James. La question sur ce thème, avec cet objectif de draft 2023, ce statut ne sera-t-il pas trop dur à gérer pour lui ? Oui ou non ? Oui pour vous, Jean. Mitigé pour vous, Greg. Oui pour vous. Dans quel sens, quand tu dis dur à gérer pour lui? Dur à gérer tout, quoi. Le tout. L'environnement. Est-ce que ce ne sera le pas tout. trop dur à gérer ? On fait un petit duel entre Jean et Yann ? Ouais, non mais. Moi, je dis non. Jean. d'accord. Merci. Moi, Donc, je dis non. Oui, tu as l'arbitre. Trop dur pour vous. Moi, je dis non. Comment? Pour vous, ça sera trop dur à gérer. Ah, j'ai pas dit trop dur, enfin trop dur. C'est un grand mot, trop dur. Il est jeune, il est très jeune, il va falloir qu'il fasse très attention. Parce qu'il va falloir ce garçon qu'il soit très très bien entouré. Parce que vu ses performances sportives, il intéresse beaucoup de monde. Et plus il aura de clubs intéressés, plus il aura des choix à faire. Et les choix, s'il n'est pas bien épaulé, s'il n'est pas bien dirigé, ça peut être très compliqué. Plus on a de choix, plus c'est compliqué. Surtout quand on a 17 ans et qu'on a une progression sportive comme la sienne. Ça fait à peu près 2 ans que je crois qu'on le suit ici, sur le plateau. Et quand on voit la progression en 2 ans de ce garçon, je me dis qu'il doit être certainement bien encadré parce que justement, il prend les bonnes décisions et que ce soit déjà dans les clubs en France, il prend les bonnes décisions. Mais ensuite, il faut qu'il soit vraiment encore plus épaulé et plus accompagné parce que là, s'il passe à NBA, là, c'est plus pareil, quoi. Là, on touche le Graal, le haut niveau, et là, il faut pas se planter, quoi. Parce qu'il aura pas de comme aux Jeux Olympiques, 3 chances. S'il se loupe là, il peut se tuer la carrière. Donc c'est pour ça que je dis, ça risque d'être dur pour lui. Yann, Non, justement, en fait, c'est ça, c'est qu'il est bien en entouré. fait, vous êtes d'accord avec Non, je dis non à ce que j'en dis, c'est que voilà, on sait qu'il est bien entouré. Les parents ont la tête sur les épaules. Il avait des propositions de Barcelone qu'ils ont été refusées pour que justement il aille à l'Asvel, qu'il soit encadré par Tony Parker, qui est quand même notre premier
premier basketteur qui a brillé outre-Atlantique. 18 saisons à NBA pour Tony Bah, Parker. donc qui connaît très bien le rouages. le milieu, donc il va pouvoir là pendant 2 ans le préparer. Et puis on voit bien là sur les images, quand on l'avait vu sur les premières fois où on en a parlé, il était très frêle, très longiligne, et on voit qu'il commence à s'étoffer. Il a pris un peu de masse. Ouais. Donc et c'était vraiment la première remarque que j'avais eue. Là, en voyant les images, on peut se sentir rassuré là-dessus. Et ce voilà. n'est pas fini peut-être. Il va De toute peut-être façon, encore il va falloir, bosser physiquement. pour aller en NBA, il va falloir qu'il bouffe de la prot, il va falloir manger du poulet et des œufs. Ça, il n'y a pas de... Les épaules. S'il va là-bas avec des épaules de serpent comme ça. Et donc du coup, quand vous me dites qu'il est numéro 1 sur la draft, ben oui, en fait, si en équipe de jeunes, il a fait le match contre les États-Unis, je comprends mieux pourquoi les États-Unis l'ont déjà dans le collimateur. Oui, depuis quelques années. Hein. Il y a eu un reportage sur ESPN notamment qui parlait de Victor lui. Wembanyama il y a un an et demi de cela. Donc voilà, c'est pour moi le chemin n'est pas encore tout tracé. Disons qu'il est dans la bonne direction, un peu comme nos clubs yvelinois. Il a pris les bons rails. Maintenant, Pas trop dur à gérer pour vous. Mike, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, Vous qui le connaissez bien. Moi, je pense pas du tout, pour la simple raison pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est un garçon qui est bien encadré. On l'entend dans sa manière de parler, dans sa pédagogie et à travers les choix qu'il a pu faire récemment. Ça, c'est la première des choses. Tony Parker, qui est un pionnier du basket français, qui va pouvoir l'encadrer, qui va lui apporter toute son expertise, son expérience par rapport à ce monde de haut niveau. On a pu aussi le voir à travers ces dernières années. C'est un gamin qui a pris quand même 20 kilos. Ce qui est important, aujourd'hui il doit faire à peu près 98 kilos. Pour jouer à ce niveau-là, il faudrait qu'il soit à 115, 118 kilos. Donc il est conscient de ça. Il y a quelque chose qui est mis autour de lui. Il y a des diététiciens, il y a un entraîneur personnel qui le coach, qui l'entraîne. Et en plus, il a signé avec l'agence, une des meilleures agences en France, qui est Comsport, l'agence à Bouna Ndiaye, qui a l'habitude d'avoir tous les joueurs français qui sont à NBA. Donc je pense que ce gamin-là, il est bien encadré. Et il le dit en plus, il dit, aujourd'hui je ne suis pas prêt pour la NBA. Moi, j'ai envie de faire les choses étape par étape. Donc c'est qu'il est conscient du travail qui reste à faire, mais aujourd'hui il a l'Asvel qui joue l'Euroleague, qui est une des plus grandes compétitions après la NBA, donc il sait très bien qu'il a encore énormément de choses à faire. C'est pour ça qu'il se projette pour 2023, pas pour cette année qui va parce arriver. qu'on parlait de lui pour la draft 2022, s'il y avait un changement de règlement au niveau des drafts, de la draft. Oui, exactement, mais je pense pas qu'aujourd'hui il est prêt pour y aller maintenant, parce qu'il le dit bien qu'il va pas en NBA pour faire la figuration, il a envie d'être un joueur dominant, il a envie vraiment de performer. Donc l'expérience avec l'Asvel de jouer les Jeep Elite et jouer l'Euroleague, je pense que ça va être bénéfique pour lui, pour la suite de sa carrière. Donc non, je pense que tout va bien se passer pour ce gamin, à part si vraiment il se blesse. Même au-delà de ça, il ira comme un NBA, parce qu'il fait 2m19, 2m36 d'envergure, il a une polyvalence incroyable, il peut tirer, il peut tirer de partout, il dribble bien, il voit bien le jeu. Au jour d'aujourd'hui, sa seule difficulté, c'est qu'il n'est pas assez costaud, il n'arrive pas à jouer de haut panier. Donc voilà, c'est un joueur aujourd'hui qui a l'image de Porzingis. Ça se travaille selon vous? Oui, bien sûr, ça se travaille. Ça se travaille comme toute chose de toute façon. Grégory, voilà. qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'étais mitigé parce que je suis d'accord avec ce qu'on dit, ce qui a été dit sur ce plateau, sur l'entourage. On sait qu'il est très bien entouré. Le choix d'aller à l'Asvel, moi j'étais plutôt mitigé parce que je trouvais qu'à Nanterre il avait une belle progression. De venir tout de suite à l'Asvel, je l'aurais peut-être vu l'année juste avant la draft. C'est un petit peu le club phare en France. Mais finalement, tout le monde connaît l'Asvel. On m'a convaincu. C'est vrai que la présence de Tony Parker peut l'aider beaucoup dans la progression de sa carrière. Maintenant, moi, le seul X, c'est, on va voir, cette année-là, à l'Asvel, elle va être déterminante parce que clairement, il monte une marche supplémentaire dans le basket français. Il va jouer dans un club qui, normalement, est le favori pour le titre. Ça va se battre avec Monaco, qui est aussi en lice pour l'Euroleague, qui sera un sérieux prétendant pour l'Euroleague. Donc, déjà, ça va être une marche supplémentaire pour lui. Moi, j'espère qu'il va savoir gérer la pression. Il est très bien entouré, mais la pression, ça va aussi ressortir sur lui. Le jour de l'entrée de l'Asvel en Euroleague, l'équipe lui consacrait une double page. Il y a des observateurs américains régulièrement dans les tribunes de l'Asvel. Il va être scruté. Chacune de ses sorties va être distillée, va être analysée. Première sortie en Euroleague, il a joué 3 minutes. Il a pas, je crois qu'il perd 2 ballons et il est contré à une reprise. Tout de suite dans l'équipe, on a mis une petite ligne sur cette mauvaise performance, mais finalement c'était que 3 minutes. J'espère qu'il va savoir gérer cette pression. C'est pour ça que je suis mitigé, très bien entouré, mais est-ce qu'il va être capable de progresser et de gérer la pression qui va être normale autour de lui?
Ça, je ne sais pas. C'est ce qui me fait douter. Et comment Tony Parker peut l'aider peut-être dans sa progression? Vous pensez qu'il va le mettre un peu dans une bulle ou lui expliquer un peu l'envers du décor de la NBA, du sport, du basket de haut niveau? Non, c'est déjà ça, parce que je pense que pour chaque athlète, c'est important le côté mental. C'est ça qui fait la différence des grands joueurs. Et Parker, il a traversé ces périodes-là, parce qu'à 17 ans, Parker aussi, on en parlait déjà pour la NBA, même s'il ne faisait pas 2,19 m. Mais donc ça veut dire qu'il a déjà cette expérience-là, il a ce vécu à travers les médias, à travers tout ce qui peut se passer dans les coulisses. Donc il va pouvoir lui apporter cette expérience, il va pouvoir échanger avec lui au téléphone, il va pouvoir le calmer, il va pouvoir l'aider dans les décisions. Donc je pense que c'est ça qui va être important pour lui. C'est un bon choix. Oui, je pense que c'est un bon choix. Il n'y a pas mieux que Tony Parker en France. Il y a un truc qu'on pourrait peut-être lui faire, c'est lui donner le numéro de téléphone de Kylian Mbappé, qui a quand même très bien géré ses passages et qui a vécu la même chose très jeune et qui aujourd'hui est au plus haut niveau. Et peut-être qu'on le verra un jour au carrefour de Trappes s'il va à Rennes, je sais pas, pour discuter. Il est quand même du côté de Lyon, donc le carrefour de Trappes, il est loin. Il est un On peu sent, lent. en tout cas, dans les interviews, que ça a l'air de quelqu'un de très intelligent, très posé. L'année dernière, il a surtout 15 ou 20 caméras autour de lui à chaque intervention. Mais voilà, l'année dernière, ça l'a pas empêché de faire cette saison vraiment révélation à Nanterre. On le connaissait déjà la saison dernière, mais c'est vraiment la saison de la révélation à Nanterre. Il a obtenu son bac à côté, il a quand même continué sa vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de posé, quelqu'un qui sait ce à quoi il va être confronté dans les prochaines années. Donc ça me rassure. C'est pour ça que quand même, je suis mitigé, mais je suis rassuré dans les propos qu'il peut tenir dans les interviews. On va voir peut-être. Je vous invite le 6 novembre à venir à Paris et voir les matchs. J'aurai des tickets, je vous invite tous. Ah, comme c'est ça, très on gentil. va aller Ouais. voir jouer. C'est mieux d'aller le voir en tribune parce que Exactement. en plus la Jeep Elite n'est même pas diffusée cette année. Et peut-être Donc, qu'on n'aura pas beaucoup de chance d'aller le voir ici en ça. France. Hein, voilà, c'est surtout Exactement. ça. Alors, on va voir rapidement peut-être les joueurs de NBA un petit peu. Est-ce que vous le voyez, Mike, jouer avec, je sais pas, LeBron James ou autre? Franchement, oui. Vous avez une équipe peut-être en tête ou pas pour lui? Bon, on ne sait pas encore, c'est un peu loin, mais... Non, personnellement, non. Après, moi, j'aime bien les Lakers par rapport à Kobe Bryant, par rapport à l'histoire de la franchise. Mais ouais, je sais pas. On verra là où il va atteindre. De toute façon, surtout s'il est placé premier de la draft. Et peut-être devant le fils, je le disais, de LeBron James, c'est un Bronny James, qui est aussi une pépite aussi du basket. Oui, une pépite, mais... Le nom ne fait pas tout. Je pense qu'il y a beaucoup de médiatisation autour de ça, étant donné que le père, c'est un grand joueur NBA, mais je pense pas qu'il est aussi fort que ce qu'on en parle. Et le basket, c'est pas le rugby. Hein. C'est pas, le rugby, c'est quand même le sport où les fils d'eux ont le droit à l'accès à l'accès à l'équipe de France. Là, le rugby, c'est pas le basket, c'est pas la même chose. Très rapidement, Jean. Je ne répondrai même pas à cette attaque minable. Non, par contre, s'ils pouvaient les jouer avec Tom Brady, ce serait bien aussi. Oui, pardon, je me suis trompé. Oui, vous êtes trompé de sport. Hein. Alors, on passe maintenant à notre page débat. On va maintenant passer à votre envolée, Grégory, la rubrique phare de cette émission, le moment fort de ceci, on parlait sport. De quoi allez-vous nous parler? Deux révélations qui ont eu l'effet d'une bombe dans le sport français. La médaille d'or de Tony Yoka en 2016 à Rio se retrouve entachée d'un scandale, d'une sombre affaire de corruption dans le monde de la boxe amateur. Ces révélations nous viennent de Richard McLaren, le célèbre juriste canadien à qui l'on doit notamment ses investigations sur le dopage russe. Le 30 septembre dernier, il dévoile un rapport préliminaire de 152 pages commandé par la nouvelle direction de l'Association internationale de boxe amateur, l'AIBA. Les premières conclusions laissent apparaître de sérieux soupçons de manipulation des juges lors de certains combats de Rio 2016. 7 à 10 matchs seraient concernés et le parcours du français Sofiane Oumia, médaillé d'argent en poids léger, et aussi celui de Tony Yoka qui a été titré en lourd sont cités dans le rapport. Le Chantelouvet aurait bénéficié d'un parcours allégé dans le tournoi olympique pour lui faciliter l'accession jusqu'à la finale, le tout via la manipulation d'un autre combat, celui entre le Roumain Nistor et le Jordanien Yashaïch, que Tony Yoka a finalement battu ensuite en quart de finale. Le rapport évoque aussi rapidement la finale remportée par le Français contre l'Anglais Joe Joyce par décision de 2 juges à 1. Dans le viseur de ces soupçons, il y a aussi un autre Français, c'est Karim Bouzidi, ex-directeur exécutif de l'AIBA, qui se serait arrogé les pleins pouvoirs dans le processus de nomination pour les postes clés des Jeux de Rio. Karim Bouzidi avait été limogé 3 jours avant la fin de ces JO à Rio. 36 juges et arbitres
arbitre avait été également par ailleurs écarté quelques mois après l'échéance, ce qui laisse planer le doute. Richard McLaren précise dans ses premières conclusions qu'il n'y a pas de preuves pour le moment concrètes concernant le parcours facilité de Tony Yoka, mais des rapports finaux doivent être publiés en novembre et en mars 2022 qui pourraient laisser apparaître de nouveaux éléments. Mais est-ce que le titre olympique pourrait être retiré à Tony Yoka si des faits de manipulation sont avérés? Alors, la question peut se poser, je vous laisserai répondre, messieurs, dans un instant. Tony Yoka n'a en tout cas pas réagi pour le moment à ces révélations. Son avocat Arnaud Péricard, lui, s'est exprimé dans le journal L'Équipe. Je vais vous lire sa déclaration. C'est à cette fédération, l'AIBA, il se réfère à l'AIBA, d'envisager des sanctions sur ces juges si manquement il y a eu. Les investigations ne concernent pas les athlètes. Tony Yoka s'est entraîné très dur, s'investit beaucoup pour réaliser des objectifs sportifs relevés. Le préjudice est double car les athlètes peuvent être victimes de ce système, mais en plus, s'ils sont médaillés, ils risquent d'en subir l'opprobre. Après, pour moi, et j'en terminerai par là, cette nouvelle affaire ne fait aussi que confirmer un constat. La boxe n'a peut-être plus tout simplement sa place aux Jeux Olympiques, de par déjà ces nombreux scandales de corruption. Ce qu'il faut dire, c'est que le comité international olympique a essayé de faire quelque peu le ménage dans ce monde de la boxe amateur. L'AIBA a été exclue du CIO il y a 2 ans, et ce n'est donc pas l'association internationale de boxe amateur qui a organisé le tournoi olympique de la discipline à Rio. Pourtant, les polémiques arbitrales sont toujours présentes. Rien qu'à Tokyo en l'été dernier, Maïva Madouche, Mourad Aliev, également Sofiane Oumia, on en a parlé sur ce plateau, on fait écho aussi à de vieux souvenirs. Il y a eu des erreurs arbitrales qui ont fait écho à de vieux souvenirs aussi douloureux. Je pense à celui notamment, et c'est l'arme d'Alexis Vastine en 2008 à Pékin. Peut-être que le problème, c'est tout simplement le mode de fonctionnement de la boxe et ce rôle déterminant des juges arbitres. Tout repose finalement sur l'œil humain, sur l'interprétation qui va forcément faire des heureux, mais aussi de l'autre côté des malheureux, quand dans d'autres disciplines, il n'y a vraiment pas de doute quant au résultat final. Il faut peut-être que les JO composent dans les prochaines années sans la boxe, c'est mon avis. Quel est votre avis? Alors, il y a 2 questions dans cette envolée. Il y a déjà Tony Yoka, est-ce qu'il doit perdre son titre olympique, selon vous? Oui ou non? Déjà, on va voter, on va choisir. Encore une non question pour vous. Non pour vous. Vous êtes partagés, Jean, vous, par contre. Oui, parce que il doit perdre. C'est une question un petit peu ambiguë. Il doit perdre. S'il est reconnu. Est-ce qu'on doit lui retirer son titre olympique? S'il est reconnu effectivement qu'il a fraudé et qu'il a. Mais là, le problème dans ce dossier, c'est que c'est pas les sportifs qui sont incriminés, ce sont les arbitres. Après, il faut prouver la relation entre les arbitres et les sportifs. Alors, quand je dis sportif, c'est l'entourage des sportifs, d'accord? Non, les sportifs. Je veux dire, les boxeurs, là, en l'occurrence, le boxeur. Ouais. Il faut prouver qu'il y a une relation entre Tony Yoka et les arbitres. Mais d'ailleurs, je leur précise, à ce jour, c'est ce qu'a dit Richard McLaren, il n'y a pas de preuves tangibles encore, c'est des sérieux soupçons qui pèsent sur un parcours facilité de Tony Yoka. Et effectivement, il faut voir s'il y a une relation entre des arbitres peut-être corrompus et Tony Yoka, est-ce qu'il était au fait sportif, de ça. Parce que là, ce sont les arbitres qui sont mis sur le grill. Ce ne sont pas les sportifs, là, pour l'instant. Donc déjà, il faut faire la lumière sur cette affaire concernant les arbitres, et après, prouver qu'effectivement, il y a un rapport, une relation avec les sportifs, avant de lui enlever la médaille. Et j'ai envie de dire, pour une fois qu'à ce niveau-là, la boxe, aux Jeux Olympiques, c'est les Français qui sont avantagés, on va pas cracher dessus. Oui, justement, le bilan de l'équipe de France, puisque vous le dites au JO, c'est 6 médailles d'or, 9 d'argent et 10 de bronze depuis 1904. Alors 1904. Oui. Et dont la moitié ont été récoltées à Rio. Dans la moitié de 2016. Je précise. Non, Yann. alors, moi, simplement, ça fait 5 ans, quoi. McLaren là, et il a quand même un truc à travailler. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui. J'avais un truc au-dessus là-dessus, j'oserais pas. Mais il a qu'à s'occuper de ce qui s'est passé là au Japon, bosser là-dessus parce que du coup il va avoir plein de boulot avec toutes les suspicions de magouille qui peuvent. Elle a été commandée l'enquête aussi. Voilà. Mais là voilà, c'était il y a 5 ans. On a cette réflexion parce que c'est Tony Yoka qui était médaille d'or. Si Tony Yoka avait eu la médaille d'argent, on appuierait dessus pour qu'il puisse aller récupérer la médaille d'or. Donc voilà, bien sûr que le côté chauvin fait que non, on laisse la médaille à Tony. En tout cas, Joe Joyce, l'adversaire de Tony Yoka en finale, veut la médaille d'or. Bah bien sûr, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que Joe Joyce, depuis 2016, se plaint d'erreurs arbitrales sur ce match qui a été décidé par décision des juges. Et dans ce cas, aujourd'hui,
Il y en a un qui est 10e mondial, l'autre qui est 15e mondial. Allez hop, on fait la révision, on fait la revanche sur un ring et puis voilà. Mais chez les pros, mais c'est vrai que pour moi, et je l'avais déjà dit bien avant, la boxe n'a plus lieu d'être aux Jeux Olympiques. Elle ne respecte pas l'esprit olympique. Oui, justement, c'est On ma vire le car- deuxième question. Est-ce fait rentrer le qu'on karaté. doit supprimer la boxe des JO? Mais oui, Ah oui, bien ça, sûr. par contre, Mais oui. oui, Ah là, il y a alors pas. là, il y a oui. pas- Oui, pour vous. il y a- Ah mais oui, mais oui. Je suis Il y a désolé longtemps, pour nos il y a sportifs longtemps. français, parce qu'en plus on a des sportifs français qui sont ultra méritants. Mais je suis désolé, ils font un sport qui n'a pas le schéma pour être olympique. On a fait rentrer un sport, le karaté, qui nous a fait 5 jours de superbe compétition au Japon et qui rentre juste pour une Olympiade et qui ressort. Alors que les matchs sont hyper fluides, avec un regard complètement novice, vous pouvez comprendre les matchs, alors que c'est vrai que à la boxe, quand vous n'êtes pas habitué, eh ben, c'est difficile de voir si les coups ont vraiment été portés ou pas. Eh ben, la boxe, au revoir, et puis on met d'autres sports qui vont, eux, justement, mettre en lumière des sportifs qui le méritent. Je dis pas que les sportifs boxeurs ne le méritent pas, mais il faut arrêter. C'est pas possible. Et en plus, c'est vrai que je l'ai déjà dit aussi, la boxe, il y a trop de fédés chez les pros, on n'y comprend rien. Donc, mettez un gros coup de pied dans la fourmilière et Mike, ça ira mieux. est-ce que vous êtes d'accord? Il faut supprimer ce sport olympique depuis 1904, 26 éditions aux JO. Est-ce qu'il faut supprimer ce sport des JO? Honnêtement, je ne sais pas s'il faudrait supprimer, mais ce qui est sûr, c'est que dans les sports individuels, on voit beaucoup plus ce genre de choses-là. Même dans l'athlétisme, on le voit, comment on appelle ça, dans le cyclisme, on le voit aussi. Beaucoup moins dans le sport co, mais c'est des choses qui arrivent très souvent dans le sport de haut niveau. Ça arrive très souvent. Et là, malheureusement, eux, ils se sont fait cramer. Mais en général, c'est des choses qui arrivent souvent. Même dans le basket, ça arrive. Ah oui, Les ça arrive. cyclistes qui trichent. Bah oui, les cyclistes, c'est connu ça. Même dans le match de basket, ça arrive. Des fois, les magouilles, un petit billet par-ci, par-là. C'est des choses qui arrivent très souvent. Juste que des fois, on se fait tomber dessus ou pas. C'est tout. Mais là, ce que je Mais disais, c'est des choses qu'il qui y a- Il y a arrivent. une double lecture. C'est effectivement la fédération de boxe amateur a été secouée par de nombreux scandales de corruption ces dernières années. Là, c'est le dernier qui est en date. Après, ce qu'il faut noter, c'est que McLaren, en général, quand il enquête, en général, il y a de grosses sanctions derrière. Le dopage russe, on sait que le comité olympique russe, c'était lui, a été suspendu des JO, même si les athlètes, finalement, sous la bannière du comité olympique, ont pu... Pas tous, voilà. Pas tous, il y en a Mais quand même beaucoup qui en restent tout sur le cas... carreau, chez les Russes. Moi, j'ai envie de donner un exemple juste. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la boxe. Usain Bolt, je crois que c'était en 2012, il n'était pas du tout en forme. Il avait fait une saison minable. Et puis là, les JO, boum, le mec, il arrive, il a fait 1 mois et demi de préparation. Il a tout gagné. Enfin, Non, Mike, on touche pas à Usain Bolt. physiologiquement Mike, parlant. mais ça, Non, mais moi, je suis sportif. Oui. Physiologiquement parlant, 1 mois et demi, quand tu n'as pas fait une saison complète, tu arrives comme ça 1 mois et demi, tu te remets au niveau et que tu gagnes contre tout le monde. Mais un jour, on saura ça. bon. Un jour. Mais ça, Voilà, voilà, quoi. c'est le premier argument, il y a C'est la des- corruption. Et il y a le côté aussi, c'est finalement la décision d'un homme. On parle d'athlétisme, l'athlétisme, il y a le photo finish, il n'y a pas de doute sur la victoire d'un athlète par rapport à un autre. Là, ça repose quand même sur une décision humaine à chaque Oui, fois. mais Oui, finalement, mais si par exemple Usain Bolt il a le droit de se faire injecter des choses Ah non, mais et après, les ça, autres non, c'est c'est un autre aussi, débat, c'est ouais. aussi pareil. Il n'a pas le droit. C'est- Il n'a c'est- pas le droit. bah, Mais en non. effet, il y a un moment où je te rejoins. Et c'est vrai que le cyclisme, pour ça, a quand même été porteur, puisque c'est quand même le seul sport qui a tapé sur, entre guillemets, sa légende. Lance Armstrong, qui a été destitué de ses 7 Tours de France. 7 Tours de ouais. France, voilà. Et en effet, on arrive quand même à taper dans le très haut, mais comme vient de le dire Jean, on le saura plus tard. mais sur cette histoire de juge-arbitre, finalement, on va mettre le breakdance en 2024 au JO. Finalement, Jean. Non, Donc il y aura toujours une interprétation. Ah oui. Là, pour le coup, c'est une note artistique. Comme en gymnastique, comme Le patinage pour le patinage il y a artistique. déjà la gymnastique, on pourrait être un breakdance. Non, non, s'il vous plaît, non, pas ça. Laissez la boxe, à ce moment-là. Laissez la boxe, hein. Le breakdance. Non, mais finalement, on parle peut-être de retirer un sport parce qu'il n'y a pas trop. Voilà, on peut pas voir, comme disait Grégory, une photo finish à la fin. Finalement, ça va être la même chose pour le breakdance. Ah oui, non, totalement d'accord, faut pas que le breakdance. Non, non. Après, le breakdance, faut le voir différemment. C'est une discipline peut-être qui sera éphémère vraiment sur ces JO. On sait que la France, c'est un pays berceau européen du breakdance. Moi, je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait une discipline signature à chaque JO. pétanque.
Oui, la France, c'est quand même la pétanque. Là, et il n'y a pas de. Je veux dire, quand le mec il tire. Il n'y a pas de. Quand il pointe, il pointe. Et quand il pointe. Et c'est facile de mesurer. Il n'y a pas de décision aléatoire. Et les Français font partie des meilleures nations au monde. Donc, merci. Oui. On pourrait avoir ce débat-là sur le la roller de pétanque. vitesse. Vous connaissez beaucoup moins. Moi, je connais beaucoup. La France fait partie des 3 meilleures nations au monde derrière avec Faut pas taper. Afrique du Sud, Amérique du Sud, Colombie. Voilà, pardon. Le roller de vitesse. Déjà les disciplines où on s'emmerde. Ça sera peut-être notre sport découverte un autre jour. Hyper spectaculaire et en effet, je vous encourage à aller faire des images. Malheureusement, il y a très peu de clubs dans les Antilles. Dernière question sur Tony Yoka, est-ce que ça peut le perturber ou pas, toute cette histoire, à votre avis, Mike? Je ne sais pas comment il réfléchit personnellement par rapport à ça. Après, je sais que quand tu es un athlète de haut niveau, en général, si tu sais que tu as vraiment merdé, ou que tu n'avais pas le niveau, ou que tu as triché pour faire ça, ça peut peut-être. Ça vient pas de lui. Moi, si jamais il y a corruption des arbitres. Et voilà, et du coup, ça voudrait dire que l'entourage aurait fait des pressions. Tu vois, lui, il n'était peut-être même pas au courant. Voilà. Ce que dit Arnaud Péricard, c'est que finalement, il pourrait être une victime collatérale. Bien sûr. Voilà, mais victime. Mais je pense pas que ça va le perturber, puisqu'il n'est pas. C'est pas lui qui est incriminé, encore une fois. Ce sont les arbitres. Donc, pour l'instant, il n'est pas touché. Si sa médaille d'or, ça va lui donner une rage pour prouver que il est dans le meilleur dans le monde, quoi. Excusez-moi. Allez vous chercher. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation aujourd'hui. On termine par une citation de Bernard Tapie, l'homme aux 1000 vies qui a notamment conduit l'OM sur le toit de l'Europe. J'ai un goût pour la compétition. Il faut toujours faire mieux et toujours plus pour réussir. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.